compte à rebours a commencé. Dans moins de 9 mois, une élection présidentielle de tous les dangers se tiendra en Côte d'Ivoire. Un moment attendu et redouté, car depuis la mort de l'ancien président Félix Houphouët-Boigny, aucun scrutin considéré par tous comme libre, transparent et inclusif, selon la formule consacrée, ne s'est conclu par des vaincus félicitant de bonne grâce un vainqueur. Au contraire, on a enregistré soit des boycotts massifs, soit des morts à gogo. Qu'en sera-t-il cette fois-ci? J'ai à mes côtés Simon Doho, président du groupe parlementaire du PDCI RDA, fidèle soutien de Tidjane Thiam, un opposant que le président Alassane Ouattara craint manifestement. Bonjour Simon Doho. Bonjour Monsieur Colombo. Alors, les Ivoiriens doivent-ils attendre la présidentielle de 2025 avec la peur au ventre? Oui, les Ivoiriens doivent attendre cette élection avec la peur au ventre. Et vous connaissez, vous avez donné vous-même les raisons. C'est que 2010 a été une élection plutôt calamiteuse. Qui a entraîné une guerre avec des milliers de morts. En passant par 2020 également, où aussi il y a eu des morts. Donc, tout simplement parce que les conditions pour rassurer tout le monde, et les Ivoiriens et la communauté internationale, ne sont pas réunies. Nous sommes toujours avec le même instrument électoral devant nous, c'est-à-dire la CEI. Celle qui a finalement quelque part mené à la guerre en 2010. C'est la même structure. Oui, la même structure avec la même organisation, avec les mêmes mots. Et vous les connaissez, les mots. Cette CEI est une CEI qui est complice, en tout cas de tout ce qui est falsification de résultats. La CEI, c'est la Commission électorale indépendante. La Commission électorale indépendante. Indépendante sur le papier. En guillemets. Bon, vous connaissez aussi sa composition, que nous dénonçons depuis très longtemps. Aujourd'hui, cette CEI suit 18 membres dans la commission centrale. Vous en avez 15 qui sont quasiment affiliés au pouvoir en place. Vous avez aussi les commissions locales dans lesquelles sont représentés des partis politiques qui n'ont aucune représentation à l'Assemblée nationale. Vous avez, et je finis un peu par cela, vous avez le fait que aujourd'hui les résultats sont proclamés souvent dans des conditions douteuses. Notamment, on fait signer des PV dans les bureaux de vote avant même le début du vote, notamment les machines d'opération de vote qui sont volontairement mise en panne. Donc voilà un peu la situation. On ne peut pas sérieusement penser que les prochaines élections auront lieu dans un contexte apaisé, crédible, si on reste dans ces conditions-là. Alors, il y a la question également de la liste électorale, avec la présence de nombreux morts. Il y a des régions, enfin des bureaux de vote où personne ne meurt jamais. C'est-à-dire, depuis 2010, tout le monde, il y a 100% de participation, alors qu'il n'y a pas eu de nettoyage des listes électorales. Ça veut dire qu'en fait, personne ne meurt. Et puis, il y a également la question, disons, c'est une question un peu taboue, de cette zone septentrionale, où il y a une sorte de monopole politique du RHDP dont on ne sait pas trop bien s'il est le fruit d'une adhésion globale ou d'autre chose. Oui, alors, d'abord, si vous voulez, moi, quand j'aborde la question de la CEI, je dis toujours il y a vraiment une question de responsabilité. On ne peut pas avoir un instrument électoral dans lequel il n'y a pas d'audit. Vous avez une organisation qui est en charge des élections et qui n'a aucun instrument d'audit. À l'intérieur même de la CEI, il n'y a aucun instrument d'audit. Il n'y a même pas un comité de suivi et de contrôle de ce qui s'y passe. Qui contrôle la CEI? Qui contrôle le travail qu'elle fait? Personne. À partir de ce moment-là, c'est la porte ouverte à ce que vous voulez, même avec la confiance que vous pouvez y placer. Mais on aboutit justement au fait que les Ivoiriens n'ont pas confiance dans cette liste électorale. Alors, il y a l'APDH qui a fait une étude en 2018. Une organisation de défense des droits de l'homme. En liaison avec Konrad Adenauer. Et il est ressorti les éléments suivants. 62% des Ivoiriens, en tout cas des personnes enquêtées, n'ont pas confiance dans la CEI. Et même sur les 37 et quelques % qui restent,
Seulement 20% ont confiance dans la CEI. Donc il y a une véritable confiance dans cette institution. Et donc vous posez le problème de l'audit de la liste électorale. Oui, mais c'est une question que l'opposition réclame à corps et à cri depuis longtemps et personne ne nous écoute. Ce ne sont même pas des questions qu'il faut réclamer. Une institution sérieuse doit elle-même s'organiser pour faire un audit de sa liste et extraire tous les éléments conflictuels. Je crois que le PPACI et nous-mêmes, nous avons fait des études très, très poussées. Nous avons identifié un certain nombre de choses, d'incohérences. Il y a des mamans qui ont eu 100 enfants. Exactement. Bon, je n'ai pas voulu donner les détails. Mais c'est une question de responsabilité. Moi, le résumé que je fais, c'est celui-là. Si les Ivoiriens, si les dirigeants ivoiriens veulent vraiment et aiment la Côte d'Ivoire surtout, il faut s'asseoir et trouver des voies et moyens pour à la fois reformer la CEI, pour restaurer la confiance, mais aussi permettre que cette restauration de la confiance passe par une liste électorale qui soit non seulement représentative, je saisis l'occasion de votre micro pour en parler. Vous avez en moyenne, dans les populations ouest-africaines, à peu près 40% de la population, population qui représente le fichier électoral. Le Ghana, c'est 32 millions d'habitants, c'est 17 millions d'électeurs. La Côte d'Ivoire, c'est 30 millions pour 8 millions d'électeurs. On est largement en deçà. On va dire que c'était parce que c'est un pays où il y a plus d'étrangers qu'au Ghana. Non, pas du tout. Ça ne suffit pas. Pas du tout. C'est pas un argument qui tient. Et nous sommes arrivés à une conclusion, en tout cas au PDCI. Si on prend ce ratio-là, c'est 4 millions d'électeurs, 8 millions d'électeurs que nous avons aujourd'hui, avec 4 millions d'électeurs nouveaux qu'il nous faut. À 12 millions, et même au RGP, tout le monde est d'accord qu'il faut arriver à avoir un fichier électoral qui soit représentatif. On est d'accord là-dessus. Vous écoutez tout le monde, aujourd'hui on est d'accord là-dessus. On fait un recensement électoral, on le fait en catimini, sans préparation, on arrive, bon an, mal an, et encore grâce à la dynamique qui est impulsée par le président du PDCI, on arrive à faire 950 000 nouveaux électeurs en 3 semaines, en 1 mois, puisque nous avons réclamé le prolongement en 1 mois, mais ce n'est pas suffisant. Il faut continuer à faire cette RLE. Aujourd'hui, c'est notre nouvelle demande. C'est de dire que la RLE, conformément à la loi, la RLE, c'est-à-dire c'est le recensement, le renouvellement, la liste électorale, la révision de la liste électorale, nous demandons que cette révision se fasse à nouveau en 2025 pour nous permettre d'augmenter davantage la représentation. On est parti à 8 millions, aujourd'hui on est presque à 9 millions, on va dire, et si on arrive à 10, voire 11 millions, ça sera vraiment déjà un grand pas. Alors, du côté de la commission électorale, on dit oui, mais on doit réviser la liste électorale toutes les années, mais on n'est pas obligé de faire avant l'élection. Monsieur Kouamouo, je répète mon mot auquel je tiens, c'est la question de responsabilité. Un responsable ne peut pas tenir un tel discours. Je rappelle qu'il y a eu plusieurs RLE par le passé. La dernière, notamment, c'est 2024, mais avant cela, en 2020, la RLE a eu lieu du 10 juin au 24 juin. Et on a fait l'élection, enfin, on dit élection, elle a eu lieu en octobre. Donc, ce n'est pas un argument qui tient. Il y a une volonté politique qui doit s'exprimer. Les Ivoiriens et les Ivoiriennes, les politiques veulent que cette liste électorale soit représentative de la population. On ne peut pas, de manière crédible, dire qu'on a un président de la République qui est élu avec moins de 10% de la population. Ce n'est pas sérieux. C'est le vote censitaire, on va dire. Alors, on voit qu'Alassane Ouattara essaye de renforcer la cohésion interne de son groupe avec le retour dans son giron de figures comme l'ancien Premier ministre Patrick Hachi ou son conseiller français qui était en disgrâce, Philippe Séré-Eiffel. Est-ce que c'est parce qu'il sent qu'il y a péril en la demeure? Est-ce que c'est parce qu'il a peur de vous? Écoutez, il a peut-être peur de nous, mais moi ce qui m'intéresse, c'est la Côte d'Ivoire. Mais Patrick Hachi, c'est un militant historique du PDCI. Il a fait un choix, c'est d'accompagner le président Ouattara. Patrick Hachi, la petite parenthèse, c'est un aîné pour lequel j'ai beaucoup de respect. Il a fait un choix, il a eu le président Ouattara. Le président Ouattara restitue ou reconstitue son équipe parce qu'il en a... Ce qui se dit, c'est qu'il le fait parce qu'il a peur que certains... il en a certainement besoin. Viennent chez vous. Il en a certainement besoin. Bien. Mais nous nous préparons à reprendre le pouvoir pour la Côte d'Ivoire. Je le répète partout où j'ai l'occasion, notre projet,
c'est de reprendre non pas pour faire un calcul politicien pour préserver le pouvoir, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous voulons gagner pour permettre au pays, permettre à la Côte d'Ivoire de revenir sur la scène internationale, de revenir comme une nation prospère, une nation unie autour de ses valeurs qui sont donc l'union, la discipline et le travail. Alors, vous parlez d'union, mais il y a un péril d'unité chez vous, au PDC-RDA, avec la dissidence de Jean-Louis Billon. Jean-Louis Billon qui considère que Tidjane Thiam ne devrait même pas être candidat par décence. Tidjane Thiam lui a répondu vertement, en le décrivant indirectement comme un héritier à qui tout a été donné. Est-ce que Jean-Louis Billon roule pour Alassane Ouattara? Écoutez, je ne sais pas pour qui il roule, donc je réponds par votre dernière phrase, je ne sais pas pour qui il roule. Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, un militant du PDC-RDA fait l'apologie d'un candidat, il défend des arguments pour soutenir un candidat. Pour en tout cas... Pour soutenir quel candidat? Non. Je dis que je ne sais pas lequel. Mais ce que je sais, c'est qu'il tient des arguments qui ne vont pas dans le sens de la cohésion de son parti. Monsieur Billon est militant du PDC-RDA. Et quand on est militant... En fait, vous dites sans le dire que c'est un sous-marin d'Alassane Ouattara. C'est son choix. Je ne le connais pas, son choix. Ce que je sais, c'est que l'attitude qu'il a ne va pas dans le sens de la cohésion de son parti et ne va pas dans le sens de renforcer justement l'unité de son parti pour aller à la victoire. Écoutez, quelqu'un qui est candidat, qui est militant d'un parti ne peut pas aller sur la place publique et dire que son président n'a pas fait 24 ans en Côte d'Ivoire, donc je suis dans ces conditions-là, il ne peut pas être éligible. Est-ce que vous pensez que c'est responsable? Alors, Vox Africa a interviewé récemment Jean-Louis Billon, et en gros, son problème est qu'il reproche à Tidjane Thiam et au PDCI, à votre parti, de vouloir éviter des primaires. On l'écoute. En politique, la compétition commence d'abord dans son camp. Et c'est comme ça dans le monde entier. Si vous regardez les États-Unis, il y a eu des primaires. Au Ghana voisin, pareil. Et c'est celui qui présente une vision et un projet le plus séduisant possible pour ses compatriotes que le parti doit choisir pour en faire son champion. Ce n'est pas le parti qui porte un individu comme ça, de façon magique. Alors, vous pensez qu'il a été parachuté à la tête du PDCI? Non, il s'est parachuté à la tête du PDCI. Il y a eu une élection, Jean-Louis Billon. Oui, bon, c'est vrai qu'il y a eu une élection. Et de ce côté-là, moi, je n'étais pas candidat. Je tiens à préciser. Pourquoi? Parce que, justement, on voulait dissocier la présidence du parti du candidat, comme ça se fait dans les partis modernes. Alors, est-ce qu'il y aura des primaires au PDCI avant la présidentielle? Écoutez, nous avons une convention qui désigne notre candidat dans les règles. Avant cette convention, nous avons fait un congrès qui a eu lieu le 22 décembre 2023. À cette convention, les congressistes ont donc élu le président du parti, qui est M. Tidjane Thiam, et vous savez, à 96,48%. Très bien. Mais en même temps, ils ont produit une résolution qui est très claire, en son alinéa 3, qui dit « Le Congrès demande au président élu d'être son candidat à la prochaine convention de désignation. » Cette résolution a été également votée à 96,48%. Elle a été votée à l'unanimité. M. Billon, qui était présent, était devant moi. Il a voté pour? Écoutez, elle a été votée à l'unanimité. À l'applaudimètre, comme... Elle a été votée, elle a été soumise. Quand on vous accuse d'avoir des pratiques staliniennes, c'est-à-dire vous êtes passé à droite, mais vous avez gardé les pratiques communistes. Non, je crois qu'il faut être sérieux. Il faut être très sérieux. Le PDC-RDA a eu des candidats. M. Yassé était candidat, il s'est présenté au Congrès et le Congrès a pris une décision. M. Yassé, qui était candidat, s'est mis, après ce Congrès, il s'est mis à la disposition du parti pour faire bloc derrière notre chef et faire bloc pour que notre chef soit notre candidat aux prochaines élections présidentielles. C'est clair. Il n'y a rien de stalinien. Tous les partis démocratiques en Europe font exactement la même chose. Il y a une bataille démocratique.
le meilleur à gagner, celui pour lequel nous pensons être capable de conduire la Côte d'Ivoire, pas seulement le PDCI, mais conduire la Côte d'Ivoire à un autre projet, à une autre vision que ce que nous avons obtenu par les 15 ans de M. Ouattara. Aujourd'hui, nous pensons que c'est M. Tidiane Thiam. Alors, quels sont les rapports de Tidiane Thiam avec Laurent Gbagbo? Le PDCI se battra-t-il pour sa réintégration dans le jeu politique? Je répète, nous voulons un dialogue politique en Côte d'Ivoire. Et à raison. Et nous demandons que M. Ouattara nous écoute dans l'intérêt de la nation. Et dans ce dialogue politique, nous allons mettre sur la table la question de l'éligibilité de M. Gbagbo, qui est importante. On est démocrate. On veut la paix. On veut la réconciliation nationale. Parce que là aussi, les gens pensent que la réconciliation, oui, on veut escamoter les choses, la réconciliation, elle est faite, mais elle n'est pas faite. Nous avons besoin de réconciliation. Les Ivoiriens et les Ivoiriennes, de tous côtés, ont besoin, de toute ethnie, ont besoin de réconciliation. Et il est important que M. Gbagbo soit candidat. Et nous allons aborder la question au dialogue politique que nous sollicitons. S'il a lieu. Et nous souhaitons qu'il ait lieu. Vous avez introduit en disant que 2025, c'est l'année de tous les dangers. Nous serons à la croisée des chemins. Et là, M. Ouattara a la responsabilité d'amener la Côte d'Ivoire là où il souhaite, comme bonne voie pour la paix. Et je pense que la meilleure voie, c'est le dialogue politique. Mais là, après, il a la capacité de décider et de choisir s'il choisit la voie du chaos ou celle de la paix. Alors, je demandais si Tidiane Thiam et Laurent Gbagbo avaient des bonnes relations, parce que le PDCI semble plutôt s'impliquer dans la coalition de l'opposition portée par Simone et Yves Gbagbo. Or, on a compris que c'est difficile d'être avec l'un ou avec l'une et d'être avec l'autre. Alors, vous allez m'accuser de redonner mon même argument, mais quand on a un intérêt commun, nos intérêts personnels, ils n'ont pas leur place. Les égos personnels n'ont pas leur place. L'intérêt commun aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire. Nous voulons retrouver ce pays, et la bonne façon de le retrouver, c'est le dialogue. Mais au sein de l'opposition, il y a deux initiatives différentes de cadres communs. Et le PDCI s'est impliqué plus dans l'une que dans l'autre. Il y a une première étape. On va dire il y a une première étape, il y a une première initiative. Très bien, elle avance bien. Mais il y a d'autres initiatives qui se mettent en place. Vous avez vu, je vois lundi dernier, des jeunes députés du PDCI-RDA et les jeunes députés du PPACI se sont retrouvés, partagé un déjeuner ensemble et ont décidé, je le rapporte ici avec moi, de pouvoir impulser un rapprochement beaucoup plus intense entre le PPACI, entre le président Laurent Gbagbo et le président Tidiane Thiam. Donc les choses, la dynamique est en route. Mais cette dynamique, elle se fait étape par étape. Nous sommes dans la bonne étape. Mais croyez-moi, nous sommes dans la volonté de faire en sorte que nous fassions bloc pour pouvoir sauver ce pays et le tirer de ce que j'appelle l'illusion du développement. Alors, il y a une question qui semble taboue dans votre parti, celle de la nationalité française de Tidiane Thiam. Or, il doit y renoncer pour être candidat à la présidentielle. On a l'impression que ça vous gêne. Mais ça ne nous gêne pas, monsieur. Il est français toujours? Non, écoutez. Vous savez, la réponse est simple. C'est dans le journal officiel qu'on se rend compte que quelqu'un a renoncé à sa nationalité. On n'a rien vu. Elle est tout simple. Mais pourquoi les gens sont pressés? Quelqu'un qui est responsable décide, d'abord, il est appelé, il décide d'être candidat à la présidence de la République. Il y a des conditions. Mais il doit absolument respecter les conditions. Et monsieur Thiam, je peux vous le dire, respecte les conditions. Respectera ou respecte pas? Il respecte les conditions. Bah justement, on n'a pas encore vu l'extrait du journal officiel qui montre qu'il a renoncé. Soyez patient. Moi, je suis son collaborateur, je suis son conseiller spécial. Je peux vous dire qu'il respecte les conditions, toutes les conditions. Et je veux saisir l'occasion de votre antenne pour dire une chose très claire. La Côte d'Ivoire ne peut pas retomber dans les vieux travers. Les vieux démons, il faut qu'on les détruise ensemble. Les vieux démons, de l'exclusion. Des origines, des nationalités. Bon, là, on ne parle pas de son origine, on parle de la... Non, mais monsieur Kwamo, mais il y a des gens en Côte d'Ivoire, des gens au plus haut niveau, des responsables politiques, qui ont encore le courage de sortir ce genre d'arguments sur la place publique, ou en tout cas dans le noir, dans leur parti politique. Oui, peut-être dans le noir, parce qu'on n'entend pas beaucoup ça. Non, mais j'ai saisi l'occasion de votre antenne pour envoyer un petit avertissement à ces gens-là. Là, vous parlez de ses origines sénégalaises, plutôt. La Côte d'Ivoire n'a plus besoin de ça. Nous sommes, vous savez que nos aînés ont choisi dès l'indépendance la diversité.
d'intégration sous-régionale. Les Ivoiriens de toutes les origines, partout. Mais nous sommes tous fiers d'être Ivoiriens. On n'a pas le droit aujourd'hui d'indexer Pierre, Paul ou Jacques pour ses origines guinéennes, maliennes, sénégal ou les origines pour séparées. Pour le coup, c'est vraiment des origines dans la mesure où Tidiane Thiam est un Ivoirien. Mais lui, c'est un Ivoirien. C'est un Ivoirien de père ivoirien et de mère ivoirienne. Oui, mais la question, en fait, c'est pas celle-là. Non, c'est important que j'insiste là-dessus. Et en tout cas, en face de vous, je dois le faire. Parce que c'est important. Vous avez des gens qui jouent avec ça. Il faut dire à ces gens-là, ils n'ont pas le droit parce qu'on a trop souffert. Nous voulons rassembler la diversité pour construire une autre nation. Pas celle-là où on passe son temps à indexer un tel, parce qu'il est de telle ethnie, de telle origine, etc. On doit sortir de ça. Monsieur Thiam, il est candidat au nom du PDCRDA à la convention qui va le désigner comme notre chef de file, ça premièrement, pour l'instant. Deuxièmement, il remplit les conditions, et toutes les conditions, pour être candidat à la présidence de la République en Côte d'Ivoire au regard de la Constitution. On est quand même des gens responsables. On ne peut pas trahir la confiance de millions d'Ivoiriens qui sont prêts aujourd'hui au changement. Donc voilà ce que je peux vous dire. Soyez rassurés et passez le message, en tout cas, sur vos antennes, que Tidiane Thiam sera prêt à la désignation de la Convention et il sera prêt aussi pour la Côte d'Ivoire. Tidiane Thiam roule-t-il pour Emmanuel Macron? Cela pourrait-il être... Cette question pourrait être une question compliquée pour lui, dans un contexte où le néo-panafricanisme, comme on dit, est vivace, y compris en Côte d'Ivoire. Ces liens avec Emmanuel Macron et avec la France sont-ils un avantage ou un handicap? Alors, il y a plusieurs problèmes dans votre texte, M. Kouamouo. Tidiane Thiam, c'est un Ivoirien, un Africain, et de la nouvelle génération, en tout cas de ma génération. Mais nous avons été formés en France, aux États-Unis, partout dans le monde. Vous croyez qu'on est complexé? Vous croyez qu'on est complexé? Je demande s'il roule pour Emmanuel Macron. Non, parce que ça commence par là. Non, vous n'êtes pas complexé. Est-ce qu'il roule pour Emmanuel Macron? On n'est pas complexé. Nous sommes dans une relation gagnant-gagnant responsable avec tous les pays du monde, en tout cas les pays du bloc occidental. Ça, c'est notre choix. Mais à partir de ce moment-là, pourquoi vous voulez qu'on soit le pion de Pierre ou Paul ou Jacques? Monsieur Thiam ne sera le pion de personne. Monsieur Macron est président de la République française. Demain, il sera président de la République de Côte d'Ivoire. Ils vont se respecter mutuellement. Ils vont travailler ensemble, main dans la main, dans les intérêts réciproques de nos deux peuples, qui sont les peuples frères. Emmanuel Macron avait proposé à Tidiane Thiam d'être son ministre de l'économie. Non, écoutez, moi je parle de Tidiane Thiam, qui n'a pas le droit en Côte d'Ivoire de se réclamer de nationalité que de la nationalité ivoirienne. Voilà. Alors, vous avez l'intention d'affronter Alassane Ouattara sur le terrain économique. Tidiane Thiam a fait le buzz en parlant de l'indice de développement humain qui était faible et qui contrariait un peu les discours sur la croissance mirifique de la Côte d'Ivoire. Les deux hommes sont pourtant des produits du sérail néolibéral. Il y a une différence idéologique entre Tidiane Thiam et Alassane Ouattara? Écoutez, de différence idéologique, ce que je peux vous dire, c'est la question d'idéologie, on peut dire beaucoup de choses. Nous sommes foncièrement attachés à un certain nombre de valeurs. C'est la dimension humaine. Nous sommes les héritiers de Félix Houphouët-Boigny. Nous avons bénéficié de la qualité de l'école, de la qualité de la santé. Nous avons mis l'homme, Houphouët-Boigny a mis l'homme devant. Et c'est ce que nous voulons faire. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, a un IDH qui est à 166. Et quand vous avez des responsables politiques sous Ouattara qui disent on s'en fout. On est sérieux? On ne peut pas s'en foutre. Nous, on ne s'en fout pas. Nous sommes pour un développement à visage humain. C'est de ça qu'il s'agit. Un développement à visage humain. Donc c'est le capitalisme sauvage contre le développement, le capitalisme à visage humain. Capitalisme, oui, non, mais c'est clair. Nous, on ne fait pas de la croissance pour de la croissance. Nous faisons de la croissance pour que la richesse, nous allons faire de la croissance pour que la richesse, elle soit partagée par tous. D'où tu viennes, à partir du moment où
vous êtes ivoirien, ou vous êtes un compatriote, ou vous vivez en Côte d'Ivoire, vous aurez tous droit au partage de la richesse. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y aura pas un clan qui va vivre la croissance et la richesse de la croissance, et puis un autre clan qui va, lui, croupir dans la pauvreté. Mais pour que justement ce débat de fond anime la campagne de 2025, il faut un représentant de la tradition de gauche ivoirienne, c'est-à-dire du FPI historique. Est-ce que c'est pas important? Est-ce que un affrontement économique entre Tidjane Thiam et Alassane Ouattara résume l'ensemble des tendances en Côte d'Ivoire sur ce terrain économique? Si vous voulez une élection, d'abord nous, je saisis l'occasion, hein, j'aime bien les petites opportunités. Nous ne souhaitons pas, en tout cas, que Ouattara soit candidat en 2025. Ça, c'est clair. Nous ne sommes pas pour un 4e mandat. Le 3e mandat nous a déjà coûté trop cher. Pourquoi on en refasse un 4e? Maintenant, je passe. Je reviens donc à la volonté. Mais je vous l'ai dit et je le redis. Toutes les composantes de la nation seront importantes. Et les composantes de gauche, oui, elles sont importantes. Et ce sera aussi important qu'on travaille tous ensemble pour construire cette Côte d'Ivoire à laquelle nous rêvons. C'est important. Et puis, je rappelle, Houphouët-Boigny, vous connaissez l'histoire du PDCI? Oui. Vous savez d'où nous venons? Oui, du communisme. Historiquement. Donc, vous avez fait beaucoup de chemin. Donc, personne ne peut nous apprendre les valeurs de l'homme et les valeurs sociales. C'est sur ces bases-là que la Côte d'Ivoire s'est construite. Donc, vous savez ce que le président Houphouët-Boigny a dit à propos de Laurent Gbagbo? Non. Il dit, bah, tu me ressembles trop. Bon. Pourquoi? Mais parce que, justement, tu défends un peu plus les valeurs que j'avais défendues au début. C'est ce que ça veut dire. Bon. Donc, nous sommes aujourd'hui capables de pouvoir nous retrouver pour la Côte d'Ivoire. Mais en même temps, je dis, notre choix, c'est le bloc occidental, et c'est là-bas que nous voulons... Le bloc occidental, c'est assez clair, c'est-à-dire que vous êtes dans l'affrontement qu'il y a aujourd'hui entre les BRICS et puis l'Occident, vous êtes pour l'Occident. Nous sommes pour l'Occident, c'est clair. C'est notre choix. C'est un choix périlleux, justement. Non. C'est un choix stratégique. C'est un choix stratégique. Parce que dans la vie, il faut être cohérent. Il faut être cohérent. Houphouët-Boigny a fait ce choix dès l'indépendance. Et donc, nous, descendants de Houphouët-Boigny, nous sommes fidèles au choix qui a été fait par les pères fondateurs. Oui, c'est vrai, j'ai pris mes racines à gauche, mais je vais construire une société à développement économique où je fais la part à l'économie de marché, mais avec un visage humain, un visage social. C'est ça notre positionnement. Merci Simon Doho et merci à vous d'avoir regardé cette édition de Décrypter l'Afrique. Rendez-vous bientôt pour de nouveaux décryptages de l'actualité africaine. Merci beaucoup.